En voiture, Simone. Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps. Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone. Ah, autant pour moi alors, et désolé pour votre femme. Starter, 20h30, 21h, sur Indestar. Bien le bonsoir amis autophiles et motophiles, vous êtes sur Indestar et votre programme du lundi soir c'est Starter. À écouter sur www.indestar.fr chaque semaine entre 20h30 et 21h et à retrouver toute la semaine en podcast où vous le voulez, quand vous le voulez, sur les différentes plateformes internet. Jolan est avec moi ce soir. Bonjour Jolan. Bonsoir. Bonsoir. Antoine nous rejoindra peut-être dans quelques minutes, il est en moto, il pleut et c'est la cata. Et ce soir nous allons parler bien sûr d'une voiture, qui a marqué toute une génération d'automobilistes. On va parler de celle qui a remplacé la 4 chevaux après-guerre, c'est bien sûr la Renault 4 ou la 4L, le surnom qu'on lui a donné avec l'apparition de la version luxe. En fait c'était marqué 4 à l'arrière comme Renault 4 et L comme luxe, et on se dit oh c'est bien la 4L, ça passe bien. Voilà, voiture révolutionnaire en 1961 pour Renault, puisque c'est la toute première traction avant chez Renault. Alors on avait sorti les stafettes quelques mois avant. C'était pas une traction avant chez Renault, j'ai dit. Ah, c'est Citroën, pardon, oula, je me suis mélangé, tant pour moi. Donc le principe d'une traction, c'est que le moteur est à l'avant et qu'il entraîne les roues avant. Et ça se faisait pas par exemple chez la 4 chevaux où le moteur était à l'arrière et il entraînait les roues arrière. C'est surtout la première voiture en France, là cette fois-ci, à haillons, ou porte de service comme on l'appelait à l'époque. Alors aujourd'hui ça nous paraît complètement évident d'avoir un haillon sur une petite voiture, mais en ce temps-là, comme disait l'autre, c'était plus vu comme une camionnette ou un break utilitaire, bref, ça faisait pas très bien. Pourtant, on s'est quand même vite rendu compte que c'était vachement pratique d'avoir un haillon sur une voiture. Plus en tous les cas que la malle de la 2 chevaux. Et d'ailleurs, à l'époque de la 2 chevaux, au début, c'était même la capote que tu devais rouler à l'arrière. Donc pour charger, c'était vraiment pas pratique. Alors que là, hop, tu ouvrais le coffre, enfin le haillon, et tu pouvais charger tout ce que tu veux avec en plus un plancher plat. 2 chevaux qui était sa principale concurrente, ils se sont d'ailleurs inspirés un petit peu de l'idéologie, c'est-à-dire une voiture blue jeans comme il l'appelait, c'est-à-dire comme le pantalon, tu vois que t'as un blue jeans aujourd'hui, Jolan, vous pouvez le voir si vous êtes en live vidéo. D'ailleurs on nous voit en gros plan aujourd'hui. Ça devait servir donc à tout et sans chichi, je vais y arriver, sans chichi. Donc ville, campagne, banlieue, en fait c'est une voiture qui doit pas être chère, qui doit être pratique et qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Ils avaient minimisé au maximum. Avant, sur les voitures, tu devais faire des graissages. Du coup, grosse concurrence par rapport à Citroën, du coup. Ah bah forcément, parce que la 2 chevaux était plus accessible pour les médecins, alors que là, c'est accessible pour tout le monde. Alors en fait, le gros avantage de Renault, c'est qu'ils avaient une cadence de production qui était vachement plus importante, parce que je rappelle que c'était après la guerre, Régie Renault, donc en fait pour reconstruire la France, ils avaient beaucoup plus de moyens que Citroën, qui devait produire en petite quantité les 2 chevaux, même si les cadences commençaient à augmenter un petit peu à la fin des années 50, début des années 60. Pour ce qui est de la 4L, donc elle va reprendre aussi par rapport à la 2 chevaux l'idée du levier de vitesse au tableau de bord, tu vois que tu as dans la 2 chevaux. Par contre elle est plus puissante, 24 chevaux SAE, alors que la 2 chevaux elle était montée à 18 chevaux il me semble quelques années après, parce qu'elle était à 9 et à 12 chevaux au départ. Boîte 3 vitesses, par contre on reste sur un moteur en boîte 3, moteur refroidi par eau, contrairement à la 2 chevaux qui est refroidi par air. Voilà, pour ce qui est des spécificités techniques, déjà on a un châssis qu'on peut démonter de la coque, donc ça c'est pratique pour la réparer quand il rouille, parce que oui, une 4L ça rouille, comme beaucoup de voitures de ces années-là. Les suspensions sont intéressantes aussi, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Écoute, la suspension avant du véhicule est constituée de barres de torsion longitudinales, c'est-à-dire de l'avant vers l'arrière en fait, sur lequel sont fixés les bras inférieurs avant. Les extrémités des barres sont équipées de canneleurs pour le réglage éventuel. Effectivement, c'est-à-dire que si tu vas dans le désert par exemple, tu peux augmenter la hauteur de suspension. On avait fait quelque chose sur les suspensions et l'amortissement le 14 octobre, c'est encore disponible en podcast si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc bras tirés à l'avant et à l'arrière, c'est aussi des barres de torsion mais transversales cette fois-ci, c'est-à-dire que tu vas de la gauche vers la droite et inversement, avec un petit décalage pour pas que les barres se chevauchent, ce qui fait que les roues arrière sont pas tout à fait alignées, en fait il y a un petit décalage. Ce qui est intéressant, ce qu'ils ont aussi dessus, c'est qu'ils ont une barre anti-roulis. Oui. Et la barre anti-roulis, en fait, elle stabilise les suspensions. Alors ça, t'as ça maintenant sur toutes les voitures, les barres anti-roulis. Mais c'était assez un phénomène à l'époque, je trouve. Ça permettait de pas avoir le tangage, par exemple, que tu pouvais retrouver sur la 2 chevaux. Suspension aussi à grand débattement, ce qui veut dire que tu peux aller dans les chemins ou les nids de poules sans problème. Vous pouvez même vous balader dans le désert, comme le font tous ceux du 4L Trophy par exemple. Sauf que ça reste une 2 roues motrices, sauf sur les versions spéciales, les versions Simpar qui étaient sorties. Mais vu que c'est léger et haut sur pattes, en bref, ça passe partout.
et puis au pire on C'était pousse. un mini 4x4 quoi, en gros. Ouais, alors c'est pas un 4x4 parce que c'est Enfin, une euromotrice, mais Juste parce que je dis ça, parce qu'elle pouvait se surélever quoi. C'était, ouais, bah déjà suspension à grand débattement, Mm. hauteur de caisse finalement quand même assez haute parce que sur une 4L t'as une hauteur de caisse qui est, enfin pas une hauteur de caisse mais une comment on appelle ça, une hauteur on va dire de guet, hein, je sais plus quoi. C'était de j'ai plus le terme. 240 cm je crois. Non, Non. c'est 180 mm à peu près. 180. Ah, Mais j'ai- 180 mm aujourd'hui en fait c'est à peu près ce que font les SUV, donc tu vois c'est Ah oui, voilà. oui, c'est impressionnant. La 4L a été présentée au salon de l'auto 61, donc bel accueil du public, et puis une campagne de lancement assez novatrice puisqu'on offre la possibilité de la tester dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a des voitures, alors sur Paris, hein, mais il y a des voitures qui sont dans les rues de Paris et tu as la possibilité de tester la 4L en live dans les rues, donc sur le terrain, c'est plutôt sympa. Gros carton commercial dès le départ. Avec en plus un lorgnement du côté des femmes, alors c'est pas si évident à l'époque, hein. Et d'ailleurs on met par exemple Sheila, chanteuse, voilà, fait pas tanguer le bateau et tout ça, l'école est finie, on la met en égérie pour une version qu'on appelle la version parisienne, qui est on va dire la version tendance de la 4L, et ça marche, donc voilà, gros carton pour la 4L. En 67 on change un petit peu la planche de bord et la calandre, et puis la boîte de vitesse qui passe en boîte 4 enfin, ce qui est quand même moins bruyant, hein, et puis il y a Plus moins de économique trous entre... sur l'essence aussi. Voilà, plus économique, moins bruyant, et en plus t'as plus de trous entre la deuxième et la troisième, qui est assez problématique Parce que sur les premières versions. Le sur-régime, laisse tomber, hein, le boucan que ça Ah bah, devait faire. tu faisais, je peux te le dire, hein, moi j'en ai une de 67 Ouais. avec une boîte 3, et effectivement la deuxième tu la tires jusqu'à 60 km/h, ça fait un bouquin d'enfer, et quand tu passes la troisième, si t'es en montée, boum, ça s'effondre. Nouvelle calandre plastique noir en 74, en 78 on sort la GTL qui a un nouveau moteur de 34 chevaux, ce qui la rend encore plus polyvalente, hein, et puis en plus ça consomme moins, donc c'est bingo. Et puis en 83 on rechange la planche de bord, on y met des freins à disque à l'avant, on y met un frein à main à l'arrière, parce qu'au début c'est sur les roues avant. On est dans le summum de la 4L, hein, ou presque, puisque on gagne juste un petit rétro, un anti-brouillard et puis un feu de recul avant la fin de la carrière de la 4L, donc en 92. Tu sais pourquoi, Jolan, qu'on a... La fin, non, j'ai pas d'infos dessus. Ouais. Enfin, non, j'ai pas du tout d'idée. Bah, en fait, en 92, c'est le moment où on doit automatiquement passer en pot catalytique. Ah, ok. Donc ça vaut pas forcément le coup pour la 4L parce que bon, déjà elle se vend plus trop. Elle est quand même pas mal dépassée. Il faut dire qu'elle en est à son 31e année de carrière, hein, Ouais, donc c'est c'est exceptionnel pour une voiture. Et puis bon, les méthodes de production, c'est du tout fait main, donc c'est pas économique du tout. Et puis on n'a pas la possibilité de passer sur une chaîne J'imagine automatisée, quoi. que les normes de pollution à l'époque aussi ont. Bah, ont c'est changé. le pot catalytique, hein. D'accord. Il aurait fallu Du coup, passer ça- en pot catalytique, mais bon, c'était trop coûteux à faire, quoi. Ouais. Donc au total, 8 135 000 exemplaires de sortie. Ça s'est vendu, c'est la deuxième voiture française la plus produite de tous les temps, hein, derrière la 206. Elle a été exportée dans plus de 130 pays. 31 ans de carrière, donc je le disais, dérivée en fourgonnette, hein. On a eu la F4 qui était la version plus petite de la fourgonnette qui fait la même taille que la berline, et puis la F6 qui fait 30 cm de plus. Ouais. La 4L, c'est la voiture que tout le monde a et au moins monté une fois dedans, ou que vous avez connu avec vos parents ou vos grands-parents, hein. C'est la voiture de la Poste, c'est la voiture des flics, c'est la voiture des dépanneurs, Ça me c'est la fait voiture de penser Darty aussi. au film, je vais dire, attends, moi si tu peux, c'est avec les Belges là, tu sais. Oui, les visiteurs. Non, rien à voir. Il y a, Les visiteurs, il y avait une 4L fourgonnette de la Poste. Il y a Danny Boone qui joue dedans. Ah oui, rien à déclarer. Voilà, rien à déclarer. Ouais, effectivement, ouais, on n'a rien à déclarer, mais un petit peu tuné quand même, Ouais. on n'a rien à déclarer parce Un qu'en petit plus peu, ouais. ils ont mis un moteur Citroën, pour l'anecdote, dans la version du film, c'est pas du tout un moteur Renault. Ah, Quand le mécanicien fait que du Renault, tout du Renault, en fait non, c'est un moteur Citroën à l'intérieur. La 4L, c'est une des premières voitures françaises à avoir droit à des séries spéciales. On avait parlé de la 2 chevaux, c'était la toute première. La 4L a suivi derrière avec notamment la 60s, la Jogging, hein, par exemple. Elle a réussi à se placer 3ème dans un Paris-Dakar en 80, alors que voilà, aux côtés de voitures qui étaient spécialement conçues pour le Dakar. 3ème, elle monte sur le podium, la 4L, avec les frères Marot qui étaient quand même très forts, hein, dans cette discipline. Tout le monde la connaît dans le monde entier. Vous allez par exemple à Madagascar, c'est encore les taxis les plus utilisés. C'est des 4L. Ah ouais. Ah bah ouais, bah attention, il n'y a pas plus confortable qu'une 4L, hein. L'avantage si vous voulez en acheter une d'occasion, c'est que c'est pas encore très cher. Surtout les derniers modèles, hein, vous tapez dans les 4L des années 80, que c'est utilisable au quotidien parce qu'en fait finalement c'est une des premières voitures, on va dire modernes, hein. Il n'y a plus de graissage, il n'y a plus d'entretien comme on pouvait trouver dans les anciennes voitures, qu'on trouve des pièces neuves et pas chères un petit peu partout, notamment avec les refabrications qui ont commencé à voir le jour il y a un certain nombre d'années maintenant avec le 4L Trophy. Donc
honnêtement, je vous encourage à en acheter une. Attention à la rouille quand même, surtout dans les versions des années 80. Franchement, ça rouille super vite. Donc prenez-en une. Ouais. Où, voilà, le châssis est sain. Même si vous avez un moteur qui est un petit peu à la ramasse, c'est pas grave. Un moteur, ça change, ça coûte pas cher. Ok. Mais par contre, quand c'est attaqué au niveau du Tu châssis, conseilles aux auditeurs de les mettre à l'abri s'ils prennent alors des ouais, vieux modèles. si vous avez une 4L, honnêtement, prenez un garage et puis n'hésitez pas à foutre un petit peu de produit régulièrement dans le châssis pour que ça soit entretenu, parce que sinon ça rouille hyper facilement. Moi perso j'en ai deux, donc je te le disais Jolan, j'ai une de 67 qui sont les dernières en 3 vitesses, et puis j'ai une GTL de 86, donc des derniers moteurs et les dernières versions que j'ai entièrement restaurées, et puis avec qui je pars en vacances, et franchement c'est le bonheur. J'ai envie de dire va chercher bonheur avec ta 4L, tu vois. Voilà. On vous a mis une petite vidéo justement de l'essai d'une GTL qui est une ancienne à moi. On vous l'a mis sur la page Facebook d'Indestar, donc je vous laisse aller y jeter un oeil. Et puis nous on se retrouve en 2021, il y aura le 4L Inter comme chaque année, enfin non, comme chaque tous 2 ans, qui est le plus grand rassemblement de 4L en Europe. Voilà, il y a plus de 1000 4L qui sont là avec tous les modèles, des versions hybrides, enfin quand je dis hybride, c'est on a mélangé des voitures, hein, il n'y a pas de moteur rechargeable. Quoique cette année il y avait une présentation par Renault Classique d'une 4L électrique, donc pourquoi pas dans les années à venir. Mais en tous les cas c'est un beau rassemblement, ça se passe à Tenay dans le Loir-et-Cher, donc si vous voulez y faire un tour, ça vaut le coup, que vous soyez propriétaire de 4L ou non. Tant que ça a un moteur, c'est dans Starter. Jusqu'à 21h, c'est Starter sur Indestar. www.indestar.fr, les réseaux sociaux et le podcast quand vous le voulez pour réécouter cette émission 2 roues, 4 roues et tout engin insolite motorisé. Antoine nous a rejoint, bonsoir Antoine. Ah bah on t'entend pas, attends. Ah oui. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bonsoir. Oh bah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. On va parler des brèves auto, hein, comme chaque semaine, c'est parti. Starter, les brèves. Avec quelques petites infos qui ont marqué l'automobile ou le monde des 2 roues cette semaine. On commence par toi Antoine, allez. D'accord. Donc moi je vous présente un casque qui est sorti qui va bientôt sortir. Donc c'est un casque qui a été fait en fibre de carbone et fibre de verre. Ouais, donc un truc assez haut de gamme, assez léger forcément aussi, assez hein. résistant, Et résistant, ouais. surtout le carbone. Donc c'est un casque qui a inspiré c'est une copie des MotoGP. Ah d'accord. Alors les motos GP, c'est quoi? C'est les motos de course? Voilà, ça c'est les motos de course. Mhm. Donc c'est une copie de. D'accord, donc on a l'impression d'être un pilote en Voilà. ayant ce casque. Donc c'est juste l'écran qui a été modifié. Donc c'est pas un VZ100 comme il y a sur la moto. C'est un VZ300. Attends, c'est quoi? C'est la visière. Ah, la visière. Donc, ils appellent ça l'écran, mais c'est la visière. Ah oui, la visière, ok. Donc après j'ai pas plus Donc d'infos. la visière est un petit peu différente de celle des motos GP. Voilà. Ok. Donc j'ai pas plus d'infos que ça. Et on n'a pas le prix encore? Non, pas encore. Ah ouais, à mon avis ça doit coûter une blinde ton truc. Ouais, je moi, pense, j'ai ouais. vu, c'est fibre de carbone. Et puis- De Bah carbone, déjà la matière et C'est puis le le plus fait que ça cher. soit une copie de Ouais. ce qu'on peut retrouver en compétition. C'est un casque, voilà, tu donnes tout dans le casque, rien dans la moto. C'est ça. Tu roules en mob, mais par contre t'as le casque de compétition. Voilà. Ou peut-être que vous pouvez vous payer les deux. Jolan. Moi je vais vous parler des fameux radars tourelles qu'on voit de plus en je me suis plus. fait flasher l'autre fois avec ce radar. J'étais à la bonne vitesse hein, sur la route. Enfin, c'est Ouais. pas moi qui me suis fait C'est pas toi flasher. qui conduisais. Non, c'est pas moi qui conduisais, Ouais. mais c'était ma voiture. Et du coup, voilà, il s'est fait flasher avec le radar. Mhm. Et on a eu peur, tu vois. J'ai guetté la boîte aux lettres après. Et heureusement, il y avait rien. Mais en même temps, j'ai regardé l'aiguille. On était à la bonne vitesse. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont ces Donc radars À part ce qu'ils flashent fameux n'importe radar, qui. le second radar de tourelle en France vient d'être installé dans les Vosges, capable de détecter jusqu'à 32 véhicules simultanément. Ah oui, alors je sais pas si c'était la dernière version nous qu'on a eu, mais j'en étais tout seul sur la route. Ouais, mais, voilà. Donc le truc, ça a du gros potentiel. Ça peut prendre dans les deux sens. Ça peut prendre les gens qui grillent les feux rouges. D'accord. Voilà. Ouais. Donc attention aux gens qui coulent les feux rouges. Et puis tu peux recevoir une amende si tu ne respectes pas tes distances de sécurité. Aïe. Donc du coup ça Alors- calcule tout ça. Ouais, alors ça c'est bien, ouais, les distances de sécurité. J'avoue que je Oui, peste ça, c'est bien, souvent ça. sur la route Mm. parce que les gens te Surtout collent. quand il fait et- ce temps-là, quand il pleut sur Ah ouais, l'autoroute, ou c'est ce super genre de dangereux, truc, ouais. sur les grandes rocades limitées. Bon, Après, voilà, les radars fait que je ne dirais pas ce que j'en pense, mais c'est de la merde. Donc, Voilà. mais oui, les distances de sécurité, c'est important de les respecter. Hein. Voilà, et du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. La société qui produit ces radars, c'est XDemia, c'est une société française qui est une sécurité informatique qui occupe de tout l'Indre-et-Loire. Voilà. Ah, c'est en Indre-et-Loire. Ouais, et Ah, tu veux dire que ces radars tourelles sont faits chez nous? Oui, Ah, et super. c'est l'État qui paye. tout ça. Fierté, cocorico. Ouh. Voilà. Ok. Donc, Au moins, nous- l'État français paye une Voilà, société c'est française. nos impôts qui payons ces radars tourelles Ah, bah que oui. certains gilets jaunes déjà ont cassés.
et qui coûte un fric monstre forcément À mon avis, à effectivement, produire. ça coûte bon. Voilà. Parlons français, parlons société française, ou pas d'ailleurs. On va aborder la possible fusion, ça c'est le dossier brûlant en ce moment. Fusion entre PSA et FCA qui pourrait se préciser à la fin de l'année. Donc on a d'un côté le groupe Peugeot Citroën DS et puis désormais Opel Vauxhall, puisque c'est maintenant ça fait partie du même groupe. Et on a de l'autre Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep et Dodge. Voilà, donc 2 grands groupes automobiles. Les discussions sont toujours en cours, mais voilà, je voulais m'interroger ce soir. Toutes ces marques-là vont fusionner. Pourrait fusionner, effectivement. Ah ouais. Discussion toujours en cours, mais je voulais m'interroger ce soir sur le pourquoi de cette approche. Alors déjà qu'on se le dise, les marques, enfin ça c'est d'une manière générale, mais aujourd'hui elles ont besoin de s'associer pour continuer à être rentables. C'est-à-dire que tu peux pas faire une plateforme unique pour un seul modèle, c'est plus possible. Faut au moins faire une plateforme pour plusieurs voitures, si ce n'est pour plusieurs marques. Pareil pour les équipements. Donc l'année dernière on avait eu des échos d'un possible rapprochement entre FCA et Renault, mais ça ne s'est pas fait. Notamment le gouvernement était contre, et le gouvernement a des parts dans Renault. Maintenant c'est Peugeot qui est en pleine forme d'ailleurs depuis quelques années, après une grosse crise au début des années 2010. Voilà, donc ils ont beaucoup de poids face à FCA qui lui est gros mais financièrement est un petit peu plus fragile. Par contre ils ont dans leur bottes une bonne place sur le marché américain, ce que PSA rêve depuis des années. Donc, voilà, donc la fusion si tu veux elle pourrait aider à ça. C'est-à-dire à implanter l'argument qui pourrait que implanter la marque Peugeot, la marque Citroën, etc. sur le marché américain. De l'autre côté, PSA a de l'avance sur l'électrique, a des modèles aussi beaucoup plus attractifs globalement que FCA, parce que si on regarde par exemple la gamme Fiat, en fait on se rend compte que la 500 qui est la voiture qui cartonne chez Fiat, elle a 11 ans quoi. Donc à un moment donné il va falloir quand même remplacer les véhicules. Quand on voit comment PSA a réussi à redresser Opel en seulement quelques mois, on se dit que finalement ils sont capables de faire du bon boulot et de faire du groupe PSA FCA quelque chose de très fort sur le marché mondial. Après c'est clair que c'est pas sans risque. Je parlais l'autre fois quand on parlait du Matra chez Renault. Que Renault il avait proposé à Peugeot, etc. Et que Peugeot était en difficulté financière parce que Peugeot à l'époque avait racheté Citroën, avait racheté Simca, Talbot et déjà Chrysler d'ailleurs à l'époque. Et donc ça c'était à la fin des années 70. Ils ont failli, ça a failli les mener à leur perte. Donc il faut qu'ils soient très vigilants. Faut bien qu'ils fouillent aussi toutes les casseroles qui pourraient nuire à cette fusion. Ça serait une fusion à 50-50 si tu veux, sauf que moi je pense qu'il y a à mon avis un avantage Peugeot dans les négociations parce que justement il y a cette bonne forme physique qui est là et qui pourrait faire pencher quand même la balance de pouvoir on va dire du côté de Peugeot. Donc il y a quelque chose, affaire à suivre, il y a quelque chose à faire à mon avis. Mais faut rester vigilant parce que ça serait dommage de se retrouver avec des grosses casseroles du côté de FCA et de pas pouvoir s'en sortir financièrement à vouloir être trop gros. Finalement on s'en mord les doigts quoi. Ça serait dommage de tuer ces marques. Surtout qu'encore une fois, moi je l'ai dit à maintes reprises depuis le début de l'année, mais Peugeot est vraiment pour moi sur la bonne pente parce qu'ils arrivent à faire quelque chose de très bien avec leur marque. Ouais, je trouve que qualitativement, dans la ligne directrice qui mène est très bonne. Donc voilà, faut que ça continue, faut pas que ça soit entaché par des pertes financières énormes. On passe au garage ? Ouais. Starter, le garage. Allez, chaque semaine dans le garage, on termine par l'occasion de la semaine. On va s'intéresser à la Mini. Alors, la Mini ni Austin ni Rover, mais la Mini BMW, qui a vu le jour en 2001 et qui va durer jusqu'en 2006 pour la première génération, avant d'être remplacée par plusieurs autres générations qui vont être déclinées de façon toujours plus grande, à ne garder de Mini que le nom. Pour ce qui est de la génération 2001, alors elle est déjà plus grosse que l'original, mais elle reste une petite voiture. C'est une voiture qui est taillée pour la ville. Une voiture compacte, Voilà, qui a aussi un petit côté vintage qui est très sympa. Déjà le look extérieur et puis même l'intérieur avec l'espèce de gros compteur qu'il y a au centre. Moi je préfère de ce modèle-là, enfin pas ce modèle-là, mais je préfère l'Austin à ce modèle-là. Tu vois ? Ah, pas compris. L'année 2000. L'Austin Martin, je préfère ce modèle-là. J'ai toujours pas compris. T'as pas compris ? L'Austin Martin. Oui. Comment t'expliquer ? Ça, c'est un modèle très récent quand même, on est d'accord. C'est le modèle 2001-2006. Oui. Oui. La première version de BMW. Oui. Ouais. Et l'Austin, c'est 1970. Ah, l'Austin Mini. Oui. L'Austin Mini. Ah, tu m'as parlé de Martin, moi je comprends. Oui, pardon. Je Martin me à suis la mal plage, exprimé, pardon. Martin roule en Mini. Désolé. Okay. Mais je préfère largement ce modèle-là qu'à celui-là. Ah, que l'ancien. Voilà. Ah ouais, non, moi je préfère l'ancien.
Mais bon, la nouvelle est quand même sympa, Ouais. et puis elle est plus pratique que l'ancienne, avec un enfin à haillons qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. C'était une boîte à gants qui avait à l'arrière. Elle est aussi plus confortable parce que sur route, ça casse plus les vertèbres quand tu roules. Et c'est toujours une bonne façon de rouler chic en ville ou à la campagne avec une voiture qui Ça facile fait à un vivre. peu voiture de Bourges quand même. Ouais, mais en fait la Mini, que ça soit ancienne génération, nouvelle génération, ça a toujours été une voiture des beaux quartiers, Oui, des quartiers pas chics. faux. Donc là on a quelque chose qui est plus polyvalent et qui sera facile à revendre parce que c'est du BMW, ça perd pas la cote, etc. Donc c'est plutôt cher à l'achat, mais en même temps vous perdrez pas la revente. On a 3 annonces pour vous. Ouais. On commence avec toi, Jolan. Eh ben, c'est une annonce que j'ai trouvée sur le Bon Coin. Le numéro de l'annonce c'est le 1702 qui est toujours disponible. La version mini Clubman, Clubman. Clubman, je vais y arriver. Clubman. Sport S, une version sport du coup. Ouais. Kilométrage elle a 134 000, donc ça va, c'est correct. Année 2008, boîte auto et le prix 8300. Et voiture très bien entretenue, des options double toit ouvrant, ordinateur de bord et radar de recul. Ok. Voilà, voiture plutôt en bon état. Antoine. Oui, donc moi c'est une Mini Coupé. On t'entend pas Antoine. T'entends pas? On n'entend pas Antoine. C'est sûr, on l'entend. Comment t'entends pas? Non, ok. Donc c'est Mini Coupé S. Cooper. Cooper, oui. Cool. J'aime bien dire Coupé moi. Bah non, c'est Mini Cooper. je suis désolé. Une Mini Cooper S. Ouais. Full option. Niveau de l'annonce c'est 16 804. Sur le Bon Coin. Je sais pas, il y a pas marqué. Si, c'est sur le Ah, Bon c'est Coin. sur le Bon Coin. Ouais, c'est sur mon coin, c'est pas marqué. Ouais. Donc kilométrage à 142 000 km. D'accord. Année 2004. Elle a 5 900 €. Elle a option siège cuir, double toit ouvrant. Ah ouais, elle a Ordinateur aussi, de bord. elle a aussi full Ouais, option. ouais. Full option. On termine par une dernière annonce. Alors, on parle toujours de Mini. Année 2010, 108 200 km, boîte de vitesse automatique toujours, et prix à 11 900 € parce qu'elle est toute option et c'est une voiture aussi qui a compris un pack sport. Ouais, et donc Donc, tu me rappelles l'année 2010. 2010. Donc voilà, on n'est plus sur la première génération de BMW, Et là, c'est une mais voiture c'est qui a 162 chevaux. 162 chevaux, ça Ça commence commence à pousser, ouais, ça ouais. commence à Ouais. faire un petit peu de sport, c'est plutôt sympa. On roule vite, mais sur circuit, hein, on rappelle les amis. Émission à retrouver en podcast quand vous le voulez. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h30 pour un nouveau numéro Starter, des nouveaux essais, une nouvelle occasion et puis des nouvelles brèves aussi, automoto. D'ici là, portez-vous bien. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.